Merci d'avoir choisi la radio-télévision La Voix de la démocratie congolaise, Panorama d'Afrique, qui est basée à New York, par notre confrère Don Nkaimbe. Je suis Raphaël Tchananga, parti de Kinshasa, en République démocratique et du Congo. Vous pouvez suivre la VDC, votre télévision Panorama d'Afrique, sur www.mefiafortafrica.net. Là, vous allez nous suivre dans nos émissions et informations en images. Et pour nos informations générales sur www.lavdc.net et sur notre page YouTube Info RD Congo. En République démocratique du Congo, l'actualité, c'est le 3e congrès panafricain des femmes. Ce congrès des femmes a vécu et c'est en marge de la journée internationale de la femme. Les assises ont eu pour cadre la salle des conférences du ministère des Affaires étrangères et c'est du 31 juillet au 3 août. Plusieurs femmes venues de toute l'Afrique ont présenté la situation de la femme africaine. Elles ont plus insisté pour que la femme africaine puisse consommer le local et qu'elle ne se laisse pas inféoder. Et surtout, ces femmes africaines ont plaidé pour la création de l'Union africaine femmes. La cérémonie d'ouverture comme celle de fermeture était officiée par le ministre congolais du genre. Là, il s'agit de Madame Chantal Safou, autour du thème leadership et entrepreneuriat féminin, opportunités d'éthique dans l'autonomisation des femmes et des filles. Ces femmes congressistes ont plus penché sur l'exploitation de la femme. À cet effet, nous avons recueilli pour vous un extrait de l'exposé sur les défis et perspectives de la femme d'ici l'an 2063. Cet exposé a été présenté par Madame Fifi Masuka de la province du Lualaba. Je vais parler sur les défis et perspectives des droits de la femme africaine dans son environnement économique et social. Mesdames et messieurs, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Le rôle de la femme, plutôt le rôle des femmes dans le développement économique et social. Les États africains reconnaissent officiellement la citoyenneté pleine de la femme et l'égalité entre les sexes, condition essentielle pour une participation effective des femmes au développement économique et social. La réalité montre pourtant des grands défis et des grands déficits. Cette problématique a ses origines dans la pratique sociale ancienne, d'où il faut identifier les traits et les traiter à l'origine. Nous devons dresser un bilan de la situation de la femme en Afrique en s'appuyant sur l'exemple de la RDC. En RDC, plus ou moins 60% des femmes sont analphabètes et accèdent très difficilement à une formation professionnelle et rencontrent des difficultés pour trouver un travail et parvenir à une économie indépendante. 75% de femmes sont touchées par la pauvreté. Dans certaines des provinces, dans notre continent, il y a l'excision qui touche au moins 20 à 25% de la population, dont les conséquences sont énormes. Ces pratiques augmentent le taux de la mortalité de la femme à l'accouchement, engendrent beaucoup de maladies. Avec cela, nous allons ajouter encore les violences sexuelles faites à la femme dans les milieux des guerres, comme en RDC, comme en Libye et partout ailleurs, là où il y a la guerre. Les violences sexuelles et ménagères contribuent négativement à l'épanouissement de la femme en Afrique. Par manque d'éducation, les femmes ne connaissent trop souvent leurs droits. Par conséquent, les violences verbales et corporelles existent toujours dans les ménages, lieux de travail ou ailleurs. Les femmes subissent bien davantage que les hommes de violences d'une extrême gravité.
Les femmes africaines doivent mener diverses activités qui sont source de revenus pour subvenir aux besoins de leur famille et de leur communauté. Dans beaucoup de cas, elles sont mères de plusieurs enfants et cherchant la survie de leur famille. Les femmes sont partout des agents économiques, sont pourtant des agents économiques, pas le moindre, importants surtout dans les secteurs économiques et dans l'économie informelle. Nous trouvons des femmes dans les petits commerces, dans les alimentations, dans l'agriculture et j'en passe. Le plus souvent, elles reposent sur le fonds propre. Leur commerce ou leur économie repose sur le fonds propre. Et par manque de garantie, les femmes accèdent très difficilement au crédit bancaire que les hommes. Représentant la majorité de la population, mais elles manquent pourtant de financement et cela peut être considéré comme un frein au développement économique de la femme. Les défis. Assurer l'indépendance économique et financière de la femme est une étape décisive et impérieuse. Il faut créer des centres d'alphabétisation afin que la femme soit instruite et qu'elle puisse connaître ses droits. Les centres de formation sur la gestion et sur le métier de l'auto-entrepreneuriat et ces centres doivent être liés à des structures d'épargne et de crédit. Nous pouvons prendre ici l'exemple de la province du Lualaba. Dans la province du Lualaba, nous avons pu essayer de mettre un fonds de garantie que nous avons mis dans certaines banques ou dans certaines institutions de crédit pour permettre non seulement aux jeunes, mais aux jeunes filles, aux jeunes garçons ainsi qu'aux femmes d'accéder à un crédit par la garantie que le gouvernement provincial a pu mettre. Cela ne veut pas dire que les femmes ou les jeunes qui vont prendre ces crédits ne vont pas payer. Seulement, c'est pour avoir une garantie à la banque. Comme nous venons de le dire, les femmes ont des difficultés à avoir des garanties afin de se permettre de pouvoir prendre un crédit à la banque. Donc, nous pensons qu'il faut aussi instaurer une véritable égalité entre l'homme et la femme devant la justice et faire face à l'application des décisions de justice. Beaucoup plus souvent dans les pays africains, quand la femme est en justice, c'est très difficile pour elle de pouvoir avoir ses droits. Donc, mais une femme qui est instruite, c'est une femme qui peut aller devant la justice, qui peut comprendre. Mais il est très difficile parce que dans nos pays, dans l'Afrique pratiquement entière, il est très difficile de trouver des femmes qui ont étudié. Donc, d'où nous demandons à nos gouvernements respectifs de pouvoir créer ces centres-là qui peuvent aider ces femmes à aller se faire instruire. Il est très difficile, bien sûr, aujourd'hui de commencer, mais commencer, c'est déjà un grand pas. Pour bien comprendre ce que les mouvements féministes ont apporté aux droits de la femme, ou n'ont pas apporté, et ce que les droits de la femme, qui ont été mis essentiellement par les hommes, à travers les textes et les lois, ont apporté au mouvement de la femme, aux associations, alors j'ai dit les droits de la femme, au mouvement de la femme, aux féministes, parce qu'il va falloir classer ces catégories-là pour savoir ce qu'elles ont apporté. Mon exposé aura 5 chapitres. Un premier chapitre, ça peut aurait pu lancer des débats, mais on est pris par le temps, mais c'est quelque chose qu'on pourra faire dans le futur. Les 5 chapitres, d'abord, c'est que de prendre note de ce qui était au départ la femme africaine. Et je parle de 5000 ans en arrière. Je vais continuer en vous donnant les informations qui ont déjà été évoquées sur la destruction de la société matriarcale qui était gérée par les femmes depuis la création de l'homme sur Terre. Qu'est-ce qui a fait ça? Ensuite, qu'est-ce qui a été repris depuis à peu près 1500 ans par les mouvements féministes qui ont été plus ou moins, j'allais dire, dissous, remis en place, etc. Et ensuite, pour revenir à ce qui a été mis dans les droits de la femme. Et pour terminer, qu'est-ce qu'il faudra définir maintenant pour se repositionner? Le premier point, c'est commençons par la connaissance du passé des femmes africaines.
Je vous rappelle que la femme africaine, alors on dit toujours l'Afrique c'est le berceau du monde. Non, c'est la femme africaine qui est le berceau de l'humanité. Plusieurs historiens, sociologues, philosophes ont étudié la société à partir de sa création. C'était un système matriarcal. Ils ont constaté que la femme y était l'élément phare de la société dans le foyer familial. C'est elle qui recevait lors du mariage la dot et qui gérait les biens familiaux. C'est aussi par elle que se transmettait l'héritage. C'était au début de la création. Il est donc important pour les femmes de recouvrir, de redonner, de renouveler avec la philosophie ancestrale. C'est ce qui va vous permettre aujourd'hui de vous repositionner dans les droits de la femme. Le thème qui était abordé à cette époque-là, c'était l'égalité dans la complémentarité entre l'homme et la femme. L'égalité dans la complémentarité. Si aujourd'hui vous voulez évoluer, il faut penser à ce terme. Il ne faut pas aller à l'encontre des hommes, etc. Il faut aller dans la complémentarité. Surtout dans la recherche. La femme engendrait la vie. C'est elle ensuite qui a apporté la nourriture par son sein à l'enfant. C'est elle ensuite qui a apporté la nourriture et qui faisait la nourriture pour faire grandir l'enfant. C'est ça qui a donné le statut ce qu'on appelle matriarcat pour la valeur de la femme africaine. C'est un caractère, et ça c'est une fonction du caractère biologique et non de la force. C'est la biologie de la femme qui a fait qu'elle était devenue la chef de famille d'un gérant. Pour rappel aussi, dans les sociétés anciennes, le roi ou la reine gouvernait avec une assemblée d'hommes et une assemblée de femmes. C'était un système bicaméral, ça s'appelle. Ce système-là répartissait les sexes en nombre égal, comme j'ai entendu dire tout à l'heure, entre les hommes et les femmes pour prendre des décisions. Cela pouvait valider ou pas. Et ils étaient là pour valider les décisions, j'allais dire, des petits chefs, des représentants du peuple, etc. Ce qui permettait aux femmes de peser dans la promotion de leurs intérêts et sur les grands sujets de société. Comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la Fondation Calixte Mounana, on a ouvert ces débats pour expliquer aux gens et les informer de ce qui était le passé de la femme. Depuis des millénaires, donc, les sociétés africaines ont trop souvent vu les cultures méprisées par des opinions qui ne prenaient pas au mieux et ne veulent pas prendre le temps de comprendre et de restituer les contextes originaux africains. Et c'est là qu'est apparu au départ la naissance du patriarcat. Qui a amené ce concept? Ce sont les Indo-Européens des peuples et des peuples sémitiques qui ont donné à l'homme ce pouvoir. Ce pouvoir est venu du nord de l'Europe vers l'Afrique. Pas directement, par étapes. Et ce pouvoir a été essentiellement pris par l'homme à travers sa force. Il a utilisé la force, la guerre pour faire passer son pouvoir. Et ça ne s'arrête pas aujourd'hui, il y a toujours des guerres pour que les hommes reprennent le pouvoir et les femmes et les enfants. Leur arrivée sur le continent africain, il y a à peu près 1500 ans environ, le patriarcat a disparu à partir de l'arrivée, le matriarcat, c'est-à-dire la gestion des femmes, a disparu à partir de l'arrivée du christianisme et de l'islamisme en Afrique. Il a remplacé le régime matriarcal, harmonieux qui était, par un régime patriarcal implacable, ça veut dire implacable, ça veut dire méchant, agressif, qui a laissé, on se rappelle, des guerres de religion, des chrétiens, des guerres de religion de l'islam. Et ça, toujours, c'est la femme qui a subi toutes les conséquences et qui a perdu son pouvoir, même si elle était là pour nourrir tout le monde. Et qui a laissé place à l'épanouissement de la femme a été complètement oubliée. Ensuite est venu se rajouter la contamination étrangère, ce qui a été dit par dans les différents exposés, qui s'est terminé ensuite par la colonisation, qui a détruit complètement la place de la femme dans la société.
Pendant cette période coloniale en Afrique, les révolutions ont eu lieu en Europe avec de fortes participations des femmes. Ce sont les femmes qui ont fait les révolutions en Europe, c'est elles qui montaient sur les barricades. Seulement, voilà, tous ces mouvements ont vite été enterrés par les guerres qui ont redonné de nouveau la suprématie aux hommes. Il a fallu attendre la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour voir enfin des mouvements de femmes dans les pays riches. Les quelques apparitions d'associations de femmes en Afrique l'ont été aussi avant la période, je dirais, d'indépendance. On en a parlé, ça a été cité. Même s'il y avait eu des mouvements avant, au moment du traité de Berlin, la période 1885-1890, il y avait déjà des femmes qui s'étaient révoltées, ça a été dit par un des interlocuteurs. Les conséquences de cette colonisation qui avait détruit la valeur sociale des femmes et qui avait dévié la femme africaine de son rôle, sans oublier que la colonisation a déplacé des millions de femmes d'une région à une autre, leur retirant toutes leur pouvoir, l'importance qu'ils avaient dans la zone où ils étaient installés, en les déplaçant. Et ils ont perdu aussi le pouvoir sur la gestion de la famille. Aujourd'hui encore, les conséquences de cette colonisation et de ces redécoupages de 1885 et des textes, des conflits qui ont eu lieu au moment des indépendances dans les années 60, par des territoires qui ne correspondent plus aux réalités ethniques africaines qui étaient gérées par les femmes, font qu'il y a aujourd'hui encore 1 million de femmes déplacées qui ont perdu leurs repères socio-économiques, qui doivent repartir à zéro. Les hommes ont fait la guerre, les hommes sont morts, les femmes doivent se repositionner, au détriment de structures humanitaires, sociales, occidentales, où il n'y a pas de gestion dans ces camps de réfugiés. Il n'y a pas de gestion ni matriarcale ni patriarcale. Ce sont les humanitaires qui décident. Amen. Il faut revoir ce problème-là. Vous devez vous impliquer. Ce sont vos sœurs africaines qui vivent dans ces camps. Les mouvements féministes du Nord et la région de la diaspora, nous avons pu aujourd'hui arriver à la clôture de travaux très fructueux. Seul, ça ne serait pas possible. Mais grâce au soutien constant de l'État, de la RDC, à travers son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi, de son gouvernement, mais aussi et surtout de l'implication personnelle de Madame le ministre du Genre, Enfants et Familles, des autorités administratives, politiques et parlementaires, et nous notons au passage l'accompagnement de Monsieur le Premier vice-président de l'Assemblée nationale, de la société civile congolaise et de tous les membres du comité d'organisation et du comité scientifique, sans oublier les institutions internationales. Nous avons fait avec les moyens du bord, en rendant possible ce qui semblait être auparavant impossible. Hier, je le disais, nous avons utilisé l'adage selon lequel, lorsqu'on a des moyens, on organise, lorsqu'on n'a pas de moyens, on s'organise. On s'est organisé donc pour réussir cette prouesse, Dieu merci. Nous regrettons toutefois la non-présence de beaucoup de délégations sous-régionales, mais soulignons la présence de la délégation du Tchad, de la Guinée-Bissau, de la Tanzanie, du Sénégal, de l'Australie, de Londres et des États-Unis d'Amérique. Au nom du comité scientifique, nous remercions vivement les experts et participants qui ont alimenté de fructueux et productifs échanges de haute facture. D'ailleurs, nous demandons aux communicateurs de nous livrer dans la quinzaine tous les textes écrits, puisque les actes
congrès seront publiés d'ici octobre 2019. Nous signalons aussi que le rapport de synthèse qui sera lu, comme les recommandations, seront d'abord remis aujourd'hui même aux autorités présentes derrière moi pour la transmission officielle à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Qui fait en sigle, lors de la 3e édition du Congrès panafricain sur les droits de la femme africaine, recommande aux parties prenantes et aux États ce qui suit. 1. D'accompagner la gratuité de l'éducation primaire et secondaire, ainsi que la création des classes d'accueil pour les analphabètes. 2. D'introduire dans l'éducation primaire et secondaire les notions des droits humains. 3. De mettre en place des mesures contraignantes pour l'application stricte des instruments juridiques en vigueur relatifs aux droits humains en général et aux droits de la femme et de l'enfant en particulier. 4. D'assurer la sensibilisation et la formation de la femme et de la jeune fille sur les textes juridiques. 5. De promouvoir les textes juridiques sur les droits humains en langue nationale. 6. De rendre effectifs tous les processus de protection maternelle et infantile. 7. De mettre en place des fonds de garantie pour favoriser la création des microfinances et promouvoir les coopératives des femmes. 8. D'exiger l'application de la parité intégrale, hommes et femmes, dans les instances de prise de décision. 9. De valoriser le secteur producteur afin de promouvoir la consommation du marché local. 10. D'accompagner la mise en place de l'Union africaine femmes à l'Union africaine, à l'instar de l'ONU Femmes. 11. D'organiser les travaux préparatoires et la désignation des cadres et experts du 12 au 14 octobre 2009 à Kinshasa, en République démocratique du Congo, pour la tenue du prochain congrès en Afrique dans un pays autre. Ainsi fait à Kinshasa, le 3 août 2019, le comité scientifique. Madame Denise Nzila, l'organisatrice de ce 3e congrès, a dit sa joie de voir la République démocratique du Congo organiser ses assises après celles de Dar es Salaam en Tanzanie en 1962 et de Dakar au Sénégal en 1974. Que j'en suis très touchée par votre sens de collaboration et d'abnégation au service de notre cher continent africain, clé de notre salut et développement. Ainsi, je salue la présence de toutes nos autorités, tant provinciales, nationales, régionales qu'internationales, ainsi que toutes les organisations publiques et privées qui ont porté leur pierre à l'édifice et à cette œuvre grandiose, à savoir Journée internationale de la femme africaine. Pour cela, nous remercions notre Dieu Tout-Puissant pour sa miséricorde et sa grâce pour sa célébration et sa réussite à Kinshasa, dans la salle de la conférence du ministère des Affaires étrangères. Cette journée sera gravée dans les annales de notre histoire de femmes africaines, qui rappelle encore le grand moment du congrès de Dar es Salaam et de Dakar, respectivement organisés en 1962 et 1974. La République démocratique du Congo, notre pays soutiendra toujours l'initiative de masse et est salvatrice au regard de sa disponibilité acquise par la bonne volonté des nouvelles autorités. Ainsi,
Je porte à la connaissance de tout le membre de la JIFA que cette manifestation sera organisée dans un pays africain après la tenue des travaux préparatoires prévus en République démocratique du Congo. Cela étant, je salue le courage des organisateurs et des congressistes en promettant d'améliorer la qualité de nos travaux afin de permettre à toutes les femmes d'y participer. Vous venez de prendre part à cette conférence, déjà la deuxième journée, et peut-être la fin. Vos impressions d'abord? Merci beaucoup. Vous savez d'abord qu'en marge de la Journée internationale de la femme africaine, nous, les femmes de l'Afrique, réunies ici pour célébrer cette journée. Et vous savez d'abord qu'en 1962, il y avait le 30 juillet, on avait organisé le premier congrès en Tanzanie. Et en 1974, le 30 juillet encore, on a organisé le deuxième congrès à Dakar au Sénégal. Et aujourd'hui, c'est le troisième congrès des femmes africaines. C'est ainsi que nous sommes réunis ici pour parler de nos problèmes. Nous avons fait l'état des lieux de tous les problèmes qui concernent la femme africaine, sur le plan de l'éducation, sur le plan de l'économie, sur le plan sanitaire, sur le plan de socio-culturel, sur le plan de droit. On a vu que la femme africaine a encore un sérieux problème et elle a besoin de soutien pour que, à la fois prochaine, pour qu'on ait des solutions idoines. C'est ainsi que nous nous sommes retrouvés ici pour parler de nous-mêmes, de nos problèmes à nous. Et pendant que je vous parle, il y a des ateliers qui sont en train de le faire pour voir l'état des lieux de la femme en Afrique ici et leurs problèmes, soulever le problème et les solutions, voire même les recommandations qu'on doit remettre aux différents chefs d'État, à l'Union africaine et aux premières dames, puisque nous avons besoin que les premières dames nous soutiennent, puisqu'elles sont les premières conseillères et elles constituent une grande institution auprès de nos différents pays. C'est ainsi que nous sommes ici. Il y a des grands problèmes qui sont sortis sur le plan éducationnel. Par exemple, la plupart des femmes ici en Afrique, de jeunes filles, n'arrivent pas vraiment avec leur éducation jusqu'au niveau supérieur. La plupart ont des mariages précoces. L'éducation n'est pratiquement gratuite, n'est pratiquement pas gratuite. Et sur le plan, il y a des us et coutumes, il y a des pesanteurs culturels, il y a l'économie de la femme, il n'y a pas de crédit, il n'y a pas de crédit agricole pour les femmes, il n'y a pas l'échange des cultures, il y a aussi le droit, il n'y a pas de mesures contraignantes, il n'y a pas de loi qui favorise beaucoup la femme ici en Afrique. C'est ainsi que vous sentez que les hommes ont plus la défense des prises de décision que les femmes. C'est ainsi, à notre niveau, nous avons senti que la femme est encore un peu discriminée, un peu marginalisée, mais nous avons besoin d'être accompagnés, d'être soutenus par nos différents États, par nos différentes institutions pour qu'au lendemain, que la femme ait aussi une place de choix, participe aussi à la gestion de la chose publique et aussi de postes décisionnels dans nos différents pays. Mais tu es une femme congolaise, bientôt c'est la publication du gouvernement. Quelle suggestion faites-vous au président de la République par rapport à la participation de la femme? Nous savons d'ailleurs que nous avons une Bible à nous qui est la Constitution. Et à son article 14, la Constitution parle de la parité. C'est ainsi que nous appelons au discours du président de son investiture qui a dit qu'il sera vraiment très content de travailler avec les femmes et les jeunes. C'est ainsi que nous lui demandons à la sortie de son gouvernement qu'il ait un œil regardant pour voir la place de la femme. 65 membres du gouvernement, si on voit même 30 femmes, 25 femmes dans ces gouvernements, ce sera pour nous un succès, puisqu'on a des crèmes intellectuelles, on a des femmes qui ont des têtes bien faites, des femmes qui sont intelligentes, des femmes dans des partis politiques. C'est ainsi que moi aujourd'hui, je demande aux partis politiques de voir comment ils peuvent intégrer le genre dans leur parti politique, la parité dans leur parti politique, pour que la femme ait la place de choix. Et je demande à toutes les femmes de se mobiliser. Ça fera partie de notre recommandation ici, qu'on va remettre à la première dame, qu'on va remettre au président de la République, à toutes les institutions, à l'Assemblée nationale, au Sénat, même au niveau des provinces, pour demander à toutes les personnalités de soutenir la femme, d'accompagner la femme, de respecter les lois, les instruments juridiques au niveau régional. On a ratifié beaucoup d'instruments, mais qu'on ne met pas en pratique. C'est un danger pour nous. Nous avons besoin du soutien, que les parents envoient les filles à l'école pour que demain, nous sommes en train de prévoir l'horizon 2063 et après nous, qu'il y ait de femmes et de femmes dans des postes de prise de décision ici en République. Vous êtes responsable d'une grande structure.
en province, le CASA central de ta province. Cette structure milite pour les droits des femmes dans le cadre des violences faites à la femme. Est-ce que vous avez des difficultés? Avez-vous proposé au Congrès cette grande difficulté et avez-vous trouvé quelques pistes de solutions? Oui, nous avons partagé. Le problème n'est pas seulement Kasaï central. Nous avons compris que le problème est dans toute l'Afrique, où il y a des violences sexuelles et celles basées sur le genre, de différentes manières, des violences conjugales, de mariage précoce, de violences sexuelles et celles basées sur le genre, qui se retrouvent dans tout le pays africain. Et à notre niveau, nous avons demandé que nous devons lutter. Nous devons chercher des structures fortes, des structures féminines. Nous devons nous mettre ensemble pour se mobiliser et demander aux premières dames de dire au président de la République de punir sévèrement tous les auteurs de violences sexuelles, de soutenir les justices, les différentes justices de nos pays pour faire respecter de lois. Il y a des lois, il y a des édits, il y a des instruments juridiques contre les violences sexuelles, mais parfois qui ne sont pas respectés. Alors nous avons échangé des expériences comme ça, nous avons soulevé le problème. Parfois nous aussi on est à la base de ces genres de violences sexuelles. Parfois il y a aussi les hommes qui sont aussi à la base de ces violences sexuelles. Mais ensemble, si nous faisons ensemble, chacun dans ceux qui le concernent s'implique, je pense qu'on va arrêter cette hémorragie, ces grandes graines-là qui veut aujourd'hui freiner l'épanouissement de la femme au Kasaï central, en République démocratique du Congo, voire même en Afrique. Madame, nous vous disons merci. Merci. Exceptionnel. C'est pourquoi Bazwagida qui s'appelle Erija RTNC le Kolangai Naza la décoré pour la reconnaissance de la Bango. C'est pourquoi on a profité de Tango. On a fait ça par la RTNC Nyon Soloko. Puisque c'est grâce à la Bango. Et Lélo Bayebi que Ernest Aza un véritable coach. Puisqu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Donc on a baillé à mot que Naza est un véritable coach. Donc Léopard est à RTNC. Ensemble, nous avons bâti Mali sous-souté. Donc il y a des négociations. Puisqu'il faut donc des trophées à trophées. Et c'est pour cette raison que la Sengi Bango. Masala davantage. Parce que quand il y a un coach, ceux qui bango babeti mabe, la kozwa trophée. Ceux qui babeti madame, donc kozwa trophée, kozala esengo yanda komobima. C'est pourquoi la zone ici, remerciement nangai nanzambe. Oya pesa kingai, moi boanya, poto sale la moussous, poto zala na amour du prochain. La PCP, merci, la présidente de la République. Oya pesa kingai tango oyo, batu bayeba ngai. Soki alingaki, esengelaki alongola ngai. Mais atikila ngai tango, pe ayeba ke, na kati ya batu lokola ngai, baoyo bazanga kimulai, mwanya ezali. Et c'est pour cette raison na lobby, à cause de la docilité. Donc ça, puisque toute autorité vient de Dieu. Donc on a zappé Mokonde après sa mission, Félix, Antoine Tshisekedi Lokola Mokonzi. Donc ça la bonne a réussi. Donc ça la simanaye. Abangate, Tozana Elija, Abokoma. Merci Bilobi. Outre le rapport synthèse des activités rendues, les recommandations ont été présentées et remises aux représentants du chef de l'État de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi. Merci à toute l'équipe, merci à Joséphine Nvidi et à toute son équipe, merci à José Kapajika, coordination, réalisation et production d'ONKMB à partir des États-Unis, à New York, aux États-Unis d'Amérique. Je suis Raphaël Tchananga, vous pouvez nous suivre en image et en intégralité sur www.mefiaforafrica.net, en information générale sur www.lavdc.net et sur notre page YouTube
Info RD Congo, au nom de toute cette équipe, à partir de Kinshasa, Raphaël Sananga. Je vous dis merci et prochainement pour le nouveau numéro.